Je m'appelle Nicolas Dubar, j'ai 42 ans, je suis président de la société Somagic depuis 6 ans. Nous fabriquons des barbecues à destination du grand public, entre 800 000 et 1 million de barbecues que nous distribuons sur le marché français et à l'export depuis une quarantaine d'années. Donc le lundi 18 septembre au matin, comme tous les lundis ou comme tous les matins, j'arrive à l'usine et on me tombe dessus pour m'expliquer que nous sommes victimes d'une cyberattaque. Je ne prends pas franchement conscience de la situation. Je suppose qu'il y a un virus quelque part, comme on entend régulièrement ici et là. Et en réalité, on me dit « Mais Nicolas, il faut que tu te rendes compte, on ne peut plus travailler ». Et quand on te dit ça, tu te dis on ne peut plus travailler, on ne peut plus allumer l'ordinateur. Non, non, Nicolas, on ne peut plus travailler. C'est-à-dire que les machines ne peuvent plus fonctionner, nous n'avons plus accès à notre réseau, nous n'avons plus accès à nos données, nous ne pouvons plus gérer la compta, nous ne pouvons plus gérer le commerce. En gros, nous ne pouvons plus faire tourner l'activité de Somagic. Il faut se dire que sur le moment, on se dit que ça va être compliqué. Mais on n'imagine pas réellement ce qui s'est passé, même après ces propos, qui peuvent paraître durs, lourds de sens. Mais dans les faits, il faut quelques minutes, voire quelques heures pour se rendre compte qu'effectivement, à l'instant T, Somagic n'existe plus. On venait de perdre 40 ans d'histoire et les activités à venir, c'est-à-dire l'ensemble de nos commandes, l'ensemble des plans de nos produits, l'ensemble de notre comptabilité, l'ensemble de notre gestion des ressources humaines, tout était devenu indisponible. On ne pouvait plus gérer l'entreprise. Je me demande quoi faire, il me faut quelques minutes pour réaliser, et c'est à ce moment-là que mon informaticien me dit, pourtant très compétent, « Nicolas, je ne sais pas quoi faire ». On venait de toucher un sujet qui était pour moi ingérable, étant donné que l'informatique est un outil. Pour moi, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Dès que ça ne fonctionne plus, je suis perdu. Mais ça va sur la boîte mail qui ne fonctionne plus ou un accès réseau qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas comment le réparer. Mais là, ça allait beaucoup plus loin, puisque de toute façon, allumer l'ordinateur était devenu interdit. Notre informaticien, Stéphane, me demande qu'est-ce qu'on fait. Et quand ton informaticien te demande à toi qu'est-ce qu'on fait, tu te dis là c'est grave, puisque ce n'est jamais arrivé. Et je me souviens, à cet instant précis, il est 9h du matin, que nous avions souscrit une assurance qui s'appelle Stoic et que j'avais préparé un petit papier où étaient notées les coordonnées de cette assurance. Et donc à 10h06 du matin, je les contacte et je fais une déclaration de sinistre. En n'ayant absolument pas de soupçon sur ce qui allait se passer derrière. Et ils me répondent « Ok, on vous envoie 2 gars ». Je comprends pas bien ce que ça veut dire, ils nous envoient 2 gars. Un vient de Paris, un vient d'Angers, et donc patientez, ils arrivent. À ce moment-là, il faut gérer les hommes. Qu'est-ce qu'on fait de nos salariés, puisqu'on ne peut pas travailler? Donc nous, on avait encore la chance d'avoir un tapis roulant qui fonctionnait, sur lequel on pouvait poser des cartons et emballer quelques barbecues, parce qu'on avait des pièces détachées qui étaient prêtes. Et donc on met tout le monde dans l'usine, et les gens commencent à emballer le reste des pièces qu'on avait pour fabriquer quelques barbecues. Certains prennent des balais, nettoient l'usine. Bon, arrivé en début d'après-midi, plus rien à faire. Je renvoie les gens chez eux. Les quelques cadres dirigeants qui m'entourent au quotidien restent. Et on discute dans le hall, on discute dans mon bureau, on discute... on est perdu, quoi. Et on attend l'équipe de chez Stoic. Il y avait quand même des gens qui avaient pris la main côté Stoic pour commencer à regarder à distance l'ampleur des dégâts. Et eux étaient en contact direct avec Stéphane, notre informaticien, et avec moi pour m'orienter sur les différents sujets que j'allais... avoir à traiter. Je dois aller déposer plainte, qu'il va falloir gérer la CNIL, qu'il va falloir que je gère ma communication. Tout m'arrive, c'est un flot d'informations. Je veux dire, moi, si j'ai un problème commercial, un problème technique, un problème humain, c'est mon quotidien, c'est pas toujours simple à gérer, mais globalement, j'en ai l'habitude, mais là, pas du tout. Donc, en attendant les stoïques, je monte dans la voiture, je vais au commissariat, à la gendarmerie plus précisément, et je leur explique que je viens déposer plainte pour une cyberattaque. Cataclysme. Les gens qui me reçoivent sont très agréables, mais aussi dépassés que moi.
Après 4 ou 5 échanges avec les gendarmes, ils m'expliquent qu'il faut que je revienne le lendemain parce qu'ils doivent se renseigner auprès du gendarme de la cybersécurité à Paris pour savoir exactement comment déposer plainte dans ce cas de figure. Donc je rentre à l'usine où j'ai 3 collègues qui m'attendent pour me soutenir gentiment, mais je n'ai pas déposé plainte et on n'a toujours rien fait si ce n'est éteint l'intégralité de nos serveurs. En revenant à l'usine, l'une des 3 personnes qui étaient là m'appelle en me disant « Nicolas, ça fait 3 fois qu'il y a un numéro de téléphone qui appelle. C'est pas un numéro habituel et j'ai décroché, ça parle en anglais. Bon, donc je m'installe devant le téléphone ressonne, je décroche. Donc là, il y a un gars qui m'explique en anglais qui veut parler au décideur. Je dis, je suis pas le décideur. Et il me dit, donc t'as rien compris, je vais raccrocher, je veux parler au décideur. Donc je lui dis finalement, je suis président. Il me dit donc si tu es le président, tu sais très bien ce qui est en train de se passer, donc tu prends contact avec nous sur le dark web via un chat pour commencer à négocier. Et il raccroche. Je contacte de nouveau mes interlocuteurs chez Stoic qui m'expliquent que c'est l'habitude, qui me connaissent et qui vont m'aider. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut payer, pas payer. Alors après, nous, évidemment, on n'a jamais envie de payer, mais je veux comprendre, on essaie de se rendre compte de l'ampleur du montant qui est demandé. Bon. Et on m'oriente et on me soutient et on m'explique, on va y aller étape par étape, on va voir ce qui est possible de reconstruire, ce qu'on va pouvoir récupérer, et au fil de l'eau, ça va donner une décision il faut négocier pour payer peut-être une partie ou pas du tout, mais on le fera que quand on se rendra compte de ce qu'on peut récupérer ou ne pas récupérer. Donc je me sens pas rassuré par la situation, mais je me sens soutenu. Et à 17h, Antoine, je crois que c'est Antoine qui arrive en premier de chez Stoic. Alors moi je les ai appelés les hackers gentils. Ils arrivent, j'ouvre la porte de la voiture, enfin je suis complètement... c'est le Messie qui arrive. Et il s'installe, son collègue arrive un tout petit peu plus tard. Ils s'installent dans nos bureaux avec leurs ordinateurs, avec leur sourire, avec leur t-shirt tout simple, des gars super accessibles, qui sont, j'imagine, intellectuellement geeks, un monde que je ne maîtrise pas. Et en même temps, qui sont détendus et en tout cas rassurants. Quand je leur pose une question, ils s'arrêtent, ils me répondent systématiquement avec des mots que je comprends. Quand ils parlent entre eux, je comprends rien. Et ils commencent à chercher sur nos serveurs ce qui va pouvoir être récupérable ou pas. Donc sur le serveur, ce qu'ils découvrent d'abord, c'est la demande de prise de contact sur un chat pour nous informer que c'est un ransomware et que pour récupérer nos données, il va falloir payer. Donc là, la négo, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, je veux dire, on le voit à la télé, c'est limite le GIGN qui prend la main. Bon, moi, je fais pas ça dans la vie. Et donc, l'équipe de Stoic a entamé une négo, parce qu'au départ, ils te disent, c'est quand même complètement fou, voilà le montant, mais si tu payes maintenant, il y a de l'escompte. Et si tu payes demain, c'est 20% de plus par jour de retard de paiement. Alors ça va quand même relativement vite. Et donc les équipes qui ont pris la main pour négocier ont commencé à faire traîner, ont trouvé des excuses en disant le responsable financier n'est pas là, vous voulez qu'on vous paye en bitcoin, mais nous on n'a pas de compte en bitcoin, donc du coup il va falloir ouvrir un compte en bitcoin. Après, on a dit que le passeport de M. Dubar a été refusé auprès de l'organisme qui ouvrait le compte en bitcoin. Et bon, on a fait traîner les choses parce qu'ils nous avaient expliqué que si on ne payait pas, ils allaient publier l'intégralité de nos données sur le dark web. Et donc, pour faire traîner ça, il y a une négo qui a duré, mais c'est pas 2 jours, ça a duré 15 jours, je crois, la négo. Alors que normalement, au bout de 3 jours, ils voulaient publier. Moi, j'aurais pas su faire ça. Enfin, je veux dire, déjà, ils m'auraient dit, tu ouvres un compte en bitcoin. De quoi tu parles. Ouais, le bitcoin, je le vois pareil à la télé, dans les séries, pas dans la vraie vie. Nous, de notre côté, il faut gérer les hommes, il faut gérer le dépôt de plainte qui finalement se fait, donc le lendemain. Je gère les hommes chez nous. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais Nicolas, ça va se passer comment, on va tenir debout, enfin, ça va continuer. Parce que moi, mon mari, il est en train de perdre son boulot, mais moi, je peux pas perdre le mien, quoi. Et les gens pleurent, quoi.
Les gens pleurent dans votre bureau. Et quand ils viennent vous voir en disant la situation économique est compliquée, est-ce que Somagic ça va? Bon, bah, vous répondez des choses, quoi. Et là, vous devez les rassurer, mais vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer dans 1 heure ou le lendemain ou le surlendemain. Combien de temps on va tenir sans fabriquer? Est-ce qu'on va récupérer nos plants? Des centaines de plants qui sont perdus. On ne peut plus fabriquer de barbecue, on ne peut plus rien faire. Entre-temps, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que moi, la compta, ils sont venus me voir en me disant « Nicolas, comment je fais la déclaration de TVA là ?» ou la paye. Parce qu'on était le 18 septembre, donc on arrive très vite à la fin du mois. Quand ta RH elle vient te voir, elle te dit « Nicolas, je fais comment la paye ?» Eh ben, Catherine, la paye, eh ben, on va trouver une solution. Quand je dis qu'on peut plus travailler, on peut plus travailler, quoi. Et finalement, de fil en aiguille, je décide de faire une communication à toute l'entreprise. Donc, je convoque toute l'entreprise, donc j'ai 50 personnes devant moi. Et je crois que je leur ai jamais parlé avec autant d'émotion et probablement la larme à l'œil, en leur expliquant ce qui était en train de se passer. Et en leur disant qu'on allait s'en sortir tous ensemble. Mais que c'est... Putain. Mais que c'était... très, 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 très inconnu pour moi et très, très dur à gérer. Parce que d'une manière ou d'une autre, je suis un peu garant du salaire à la fin du mois, quoi. Que tout ça tienne debout. Et ce jour-là, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le truc, quoi. Parce qu'on n'avait plus rien. Et on a de la chance chez Somagic parce que les gens étaient vraiment... je veux dire, tout le monde était ensemble. Tout le monde, c'est une espèce de groupe qui s'est mis au service de l'entreprise. À mon service, on va vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont fait des choses qu'ils ne font jamais. Il y a une espèce d'élan de solidarité qui nous a vraiment aidés pour continuer à avancer et à garder un minimum le moral. Et puis une fois que j'avais communiqué auprès des salariés, les clients. Parce que tu es obligé de communiquer auprès de tes clients. Donc là, avec notre avocat, on a écrit un courrier qu'on a envoyé à tous nos clients en attendant la réaction des clients. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors là, c'est disparate. Hein. Il y a des clients qui sont très inquiets, des clients qui sont confiants mais qui suivent, puis des clients qui réagissent pas forcément. Alors pour moi, ça a été personnellement plusieurs nuits sans sommeil, mais c'est pas des nuits hachées. Je veux dire, c'était 0 minute de sommeil. Tu dors pas du tout. Tu te lèves le matin, t'es même pas fatigué. Tu dors pas, quoi. Tu vis un truc, c'est une intrusion, un vol, quoi. C'est un cambriolage où tu rentres dans ton appartement et il est intégralement vide de tout ce que tu avais. Tout ce qui te servait au quotidien pour faire à manger, pour boire un coup, pour travailler, pour te divertir, les souvenirs de tes enfants. Et t'arrives un matin et il n'y a plus rien du tout. Plus rien, tout a disparu, quoi. Et à ce moment-là, je vais plus rien retrouver, quoi. Je crois qu'au bout de 4 ou 5 jours, il y a les stoïques et mon informaticien qui arrivent et qui me disent Nicolas, on peut restaurer une sauvegarde du 23 mars 2021. Est-ce que ça t'intéresse? Donc en gros, ça veut dire qu'on revient presque 2 ans avant, mais tu as toutes les données d'il y a 2 ans, quoi. Bah oui, on y va, quoi, c'est parti. Là, je me dis, parce qu'il y a des fichiers, on utilise les mêmes tous les ans, puis après on les remet à jour avec des nouvelles données. Donc déjà, on avait nos bases de fichiers. Donc on avait perdu 1 an et demi ou 2 ans de nouveaux produits ou différents sujets qu'on avait traités, mais on se retrouvait quand même avec une base correcte pour pouvoir travailler. Et là, à ce moment-là, moi, dans mon esprit, je me suis dit, c'est bon, on va pas fermer, on va pas mourir. Alors après, comment ils ont récupéré ça, comment ils ont retrouvé le truc, franchement, ça me dépasse complètement. Mais ils ont mis le truc en place. Et donc, 1 semaine après, je rallume l'ordinateur, je vais sur le serveur et je suis 2 ans plus jeune, quoi. Moi, j'estime qu'on a retrouvé à peu près 90% des données. Je veux dire, finalement, avoir perdu que 10% de tes données par rapport à ce qui s'est passé, c'est presque un moindre mal. Mais bon, il nous a fallu presque 1 mois pour en arriver à se dire on a récupéré 90% des données. Et 1 mois, c'est quand même très très long, quoi. Au final, on n'a pas du tout payé la rançon. Donc ça, on en est quand même content. Déjà
de par la dépense, et puis dans la philosophie. Je sais pas, j'ai dû avoir un coup de chance où en janvier 2023, je souscris à une assurance cybersécurité qui s'appelle Stoic, parce que de toute façon, dans pas mal de questionnaires d'assurance en responsabilité civile, etc., il nous est demandé quel est le niveau de sécurité que nous avons. Donc on se disait qu'il fallait avancer un peu sur ce sujet-là. Donc on souscrit à l'assurance chez Stoic. Je me rends pas bien compte de ce que je fais, je me donne une bonne conscience en me disant, bon, s'il nous arrive un truc, on a une assurance, quoi. Quand je fais la déclaration à l'assurance, je pense juste faire une déclaration à l'assurance. J'imagine pas que derrière, il y a tout un pôle reconstruction, soutien à la négociation. Je le savais pas, parce que j'étais pas rentré dans le détail. Et donc, ça a été un peu la bonne surprise de l'histoire. Mais tu fais une déclaration à l'assurance, et puis eux, ils t'envoient des gars pour réparer ton système, et puis pour t'aider à négocier, quoi. Et ce qui est important sur ces période-là, c'est justement c'est le temps. Moi, sans Stoic, on m'aurait dit, tu vas sur le dark web pour discuter avec des hackers. Ben, je sais pas. Déjà, c'est du chinois, quoi. Donc là, l'accompagnement, en fait, pour nous, parce que j'avais souscrit à cette assurance un peu par hasard. Alors, c'est pas totalement hasard parce qu'on en entend beaucoup parler, mais et ben tout a été géré à la minute près, quoi. Donc l'équipe Stoic est restée 3 ou 4 jours physiquement. Et ensuite, ils sont repartis, mais ils ont continué à travailler sur le dossier, mais à distance. Mais enfin, moi, je dirais à plein temps, parce qu'ils étaient quand même toujours dessus. Donc, je dirais que pendant au moins 15 jours, on a eu deux gars à disposition quasiment tout le temps, quoi. On a eu des listes de conseils, on a mis des choses en place, on leur en a reparlé, ils nous ont redonné des avis ou des conseils. Donc il y a eu un accompagnement, on est 7 ou 8 mois plus tard et on se parle encore. On n'a pas payé la rançon, on fonctionne aujourd'hui normalement et c'est un mauvais souvenir. En toute humilité, je me sentais vraiment en sécurité avant. Je ne me rendais pas du tout compte à quel point ça allait toucher l'entreprise, me toucher moi personnellement, toucher mes salariés personnellement. Et on a découvert que nous n'étions pas au niveau, mais je peux vous assurer que je vous aurais répondu qu'on était au niveau. Dans l'analyse qui a été réalisée par les Stoïques, c'était déjà de comprendre par où les pirates étaient rentrés. Donc nous, on a des VPN comme beaucoup de gens et des comptes VPN. Donc a priori, on suppose, en tout cas la conclusion à laquelle on est arrivé, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais on suppose que c'est un phishing et qu'ils sont rentrés via un VPN sur notre réseau. Après nous, comme tout le monde, on se pensait réellement protégé. J'ai rentré les antivirus, les sauvegardes externalisées, etc. Vous m'auriez dit en août 2023, est-ce que vous êtes protégé? Ah oui, je suis protégé, pas de problème. En plus, nous, on savait qu'il y avait des tentatives d'intrusion parce qu'on le voit régulièrement, mais ils ne sont jamais rentrés, ils ne rentreront pas. On a fait plein de trucs, il n'y a pas de raison que ça rentre, quoi. Mais ce qu'on a mis en place depuis, grâce à l'étude de ce qui s'était passé, moi j'avais tendance à dire que c'est devenu un bunker, donc on a dû multiplier par 2 ou par 3 les dépenses en cybersécurité. Mais je veux dire, c'est un moindre mal par rapport à ce que cette affaire-là aurait pu nous coûter, la vie de l'entreprise de toute façon. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein pour l'entreprise. On a des sauvegardes sécurisées, et même si on perdait et on se faisait attaquer, on récupérerait l'intégralité de nos données. Il faudrait juste reconstruire l'infrastructure. La vie de l'entreprise serait plus du tout en jeu, ça c'est certain. C'est juste un gros travail, mais sans inquiétude quant à l'avenir. Et vous m'auriez aussi posé la question, est-ce que vous avez des sauvegardes? Oui, on a des sauvegardes en interne qui sont répliquées, plus on a de la sauvegarde externalisée, donc aucun risque, quoi. Ben, rien du tout. Maintenant, je sais qu'on n'était pas suffisamment protégé, ne serait-ce que sur les mots de passe, la gestion des mots de passe, la sensibilisation sur le phishing, la sauvegarde externalisée. Ben, il y avait des outils qui existaient depuis un an et demi qui nous auraient permis de ne rien perdre et qu'on a mis en place entre-temps. Mais on avait des sauvegardes qui n'étaient pas, même si elles étaient externalisées chez un prestataire, qui n'étaient pas sécurisées.
Nos antivirus n'étaient pas forcément à la hauteur. J'ai découvert qu'il y avait des outils d'analyse comportementale sur le réseau qui permettent de voir s'il se passe des choses sur le réseau pour tout mettre en rideau du jour au lendemain. Mais ça, on n'en connaissait même pas l'existence, quoi. Et ça existe depuis quelques temps. Et même aujourd'hui, a priori, les hackers, ils commencent à être capables de contourner ces outils-là. Alors, je me sens pas prêt dans le sens où je veux pas le revivre. Je veux vraiment pas le revivre. C'est vraiment un traumatisme. Par contre, je pense que si aujourd'hui il y avait une tentative d'intrusion sur nos serveurs, ce serait vraiment très, très, très compliqué pour les hackers de rentrer. Et quand bien même ils rentreraient, on a mis en place un système de sauvegarde externalisé avec un niveau de sécurisation qui fait qu'on pourrait se retrouver avec une infrastructure par terre. Par contre, on perdrait aucune donnée. Renseignez-vous, faites ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont pas très compliqués à mettre en place, mais qui peuvent vraiment permettre de se protéger. Je veux dire, ne mettez pas la vie de votre entreprise en danger en vous pensant au-dessus du lot parce que votre informaticien vous a dit « mais moi c'est bon », parce que nous on a pensé ça, et ces phrases-là je les ai dites « mais nous c'est bon », quoi. Mais non, nous c'était pas bon. C'est pas parce que tu as un prestataire qui te dit non mais nous on fait tout. Nous notre prestataire il nous avait dit que on avait compris, alors on va le dire comme ça, que la sauvegarde était externalisée chez eux et sécurisée. Et en fait non, pas du tout, puisque de toute façon ils sont remontés jusqu'à cette sauvegarde et ils l'ont intégralement effacée. On vous raconte des choses, on a des idées reçues. On se dit, en plus ça coûte cher, je préfère investir sur un nouveau produit, sur un nouveau projet, sur de la communication, sur le marketing. Mais enfin, le jour où tu as investi sur tout ça, puis que tu n'as plus d'usine à faire tourner, ou que ton activité, tu peux plus la gérer, de toute façon, c'est perdu. Et ça peut nous arriver à tous. Nous, on est à la campagne, hein. On est vraiment à la campagne, hein, dans les vignes bourguignonnes, hein. Je ne me suis pas dit, ils vont attaquer une PME à la campagne, quoi. Eh ben si.